Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dimanche 20 avril 2025, dimanche de Pâques pour la communauté chrétienne. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est par cette célébration chrétienne que toute la rédaction de Canal 3 Bénin se joint à ma voix pour souhaiter à tous nos téléspectateurs la résurrection de tous vos biens perdus et une nouvelle vie pleine de grâce et de bonté, de joie pour tous les patients qui agonisent actuellement dans les hôpitaux ou autres endroits terne, triste et dépourvu de félicité. Et puisque nous parlons de joie, nous allons vous en offrir sur ce plateau aujourd'hui avec un artiste que vous aimez tellement. On l'appelle le phénomène du septentrion. Sa voix en or est avec une résonance particulière, fait de lui un chanteur singulier avec des notes spéciales. Il parle couramment plusieurs langues du Bénin, jeune et très talentueux. Je veux nommer Kalamoulaye. Il sera sur ce plateau pour vous offrir un beau spectacle. C'est le cadeau de Canal 3 Bénin pour tous les téléspectateurs en ce jour de dimanche de Pâques. Mais avant de le recevoir, il y a une grande dame tout aussi particulière qui passera par ici. Elle est journaliste présentatrice en service à la SRTB. Calme, discrète mais très percutante, Rachida Toubion-Maman sera notre invitée média. Vous aurez le temps de l'apprécier. Un autre invité, pas des moindres, sera également sur ce plateau, sinon qu'il est déjà sur ce plateau de grand format. C'est bien évidemment Epiphane Azon. Il est le président de la Fédération des parents d'élèves. Avec lui, nous parlerons de ce rappel à l'ordre du gouvernement qui interdit aux chefs d'établissement scolaire le renvoi des apprenants pendant les compositions et la confiscation des convocations d'examen ou encore le refus de présenter les dossiers des candidats pour non-paiement des frais de scolarité. Que disent les tests? Comment les chefs d'établissement pourront-ils respecter cette note sans brimer les parents d'élèves? Et quelle est la partition des associations des parents d'élèves dans cette opération qui vise à protéger et à maintenir les enfants à l'école? Epiphane Azon, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste, c'est un devoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Et bien, mesdames et messieurs, avant de dérouler justement tout ce programme, nous allons d'abord présenter l'actualité de ce jour. Voici le JT. Au sommaire de ce journal, nous parlerons d'une formation innovante axée sur le soft skills, ces compétences humaines et comportementales de plus en plus recherchées sur le marché d'emploi. La formation s'est déroulée sur le campus de Sakété et s'inscrit dans le cadre du programme TagDev 2.0, initié pour booster l'employabilité des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole. Nous parlerons aussi de la fin en apothéose du cours School Revelation. Après les phases préliminaires, c'est la grande finale de ce challenge organisé au profit des élèves et lycéens de la ville de Djougou. L'initiative de Al-Mustafa Sanogo et Kassim Moussa a permis aux différents clubs du CG 1, 2 et 3 Patougou et du lycée technique commercial et industriel de Djougou de s'affronter en génie en herbe, chorégraphie et théâtre. Et enfin, le stade Omnisport de Djougou a accueilli le deuxième regroupement des joueurs, des athlètes de la Donga en provenance des différents établissements scolaires. Ces jeunes filles d'établissements scolaires suivent rigoureusement et intensément une série d'entraînements pour garantir et assurer leur progression. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire veille au grain. Il a pris toutes les dispositions utiles pour suivre de près les participantes. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre du programme TagDev 2.0, initié pour booster l'employabilité des jeunes à travers l'entrepreneuriat agricole, plusieurs jeunes, notamment les étudiants, ont bénéficié d'une formation innovante axée sur le soft skills, ces compétences humaines et comportementales de plus en plus recherchées sur le marché de l'emploi. Eh bien, la formation s'est déroulée sur le campus de Sakété. Nous allons suivre. Avec le programme TagDev 2.0 qui vise à dynamiser l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, cette formation spécifique est proposée à ces étudiants pour leur transmettre des savoirs essentiels qui sont absents de leur cursus universitaire, mais pourtant indispensables à leur réussite dans la vie active. Il s'agit de ce que nous appelons les soft skills, qui sont en fait liés aux autres compétences qu'on doit avoir pour être totalement apte à agir sur le terrain de l'emploi. Il s'agit de comment
prendre, le processus de prise de décision par exemple, le processus de pensée critique, pour ne citer que cela. La deuxième grande thématique était liée aux compétences numériques et technologiques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'utiliser plusieurs outils pour aller rapidement atteindre certains objectifs. Pour donner un exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire de la revue de littérature, qui fait en fait partie du quotidien des étudiants qui doivent fournir un certain nombre de documents inclus leur mémoire. C'est des compétences que les gens sollicitent tout au long de leur vie professionnelle. C'est des compétences qui vous permettent de décider, de prendre l'orientation qu'il faut, de conduire, d'exercer le leadership, sans lesquelles difficilement on trouve son chemin professionnel, on réussit dans ses activités, on réussit dans l'emploi, dans l'auto-emploi. Donc c'est vraiment une chance, j'allais dire, pour ces étudiants qui déjà à cette étape sont nourris à ces sources-là. De notre temps, à cette étape, nous n'avions pas eu ça. Je crois que c'est vraiment une chance pour eux. Pour les participants, cette formation dispensée dans le cadre du programme TAG Dev 2.0 a été bien enrichissante. Ce que j'ai retenu essentiellement est que nous pouvons booster notre productivité avec les outils de notre temps. Nous pouvons vraiment gagner beaucoup de temps, améliorer nos manières de travailler, mais qu'il faut quand même faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'on utilise les intelligences artificielles pour faire un travail scientifique. À travers cette formation, j'ai découvert de nouvelles choses concernant le numérique en agriculture, des applications qui peuvent nous faire performer dans nos relations professionnelles. Près de 200 étudiants ont pris part à cette formation et en sont ressortis avec des attestations qui témoignent de ce qu'ils ont désormais un plus en matière de soft skills. En visite de terrain dans le Septentrion pour toucher du doigt les différentes interventions de plan international Bénin dans la région, la représentante résidente de cette ONG internationale a procédé à la remise de 600 tables et bancs aux collèges et écoles primaires de l'Atakora. La cérémonie de remise officielle de ces mobiliers aux bénéficiaires s'est déroulée au CG1 de Kouandé en présence de tous les acteurs du monde éducatif de l'Atakora. Nous allons suivre. Des tables-bancs au profit du Collège d'enseignement général 1 de Kouandé. C'est un geste de plan international Bénin qui vient à point nommé pour contribuer à la promotion d'une éducation inclusive et de qualité dans les communes de l'Atakora en proie depuis peu à une crise sécuritaire. Mesdames et messieurs, cette dotation de tables-bancs contribue à la promotion d'une éducation sûre, inclusive et de qualité pour tous les enfants vulnérables, exclus en particulier les filles, surtout dans le contexte actuel. Je voudrais, au nom du Plan international Bénin et à mon propre nom, vous remercier pour toute la forte mobilisation dans le cadre de cette cérémonie officielle de remise de 600 tables aux établissements scolaires du département de l'Atakora. Au total, 600 tables-bancs seront distribuées dans 7 collèges et 4 écoles primaires de la région. Grâce à ce talent de solidarité, 1200 élèves et écoliers pourront suivre les cours dans de bonnes conditions. Même si un gap de 2525 tables-bancs reste à combler, bénéficiaires directs et indirects ne cachent pas leur joie. Au regard de toutes ces actions à notre endroit, gage d'une générosité légendaire, nous ne pouvons que vous dire merci. Nul ne doute que Plan international Bénin est l'un des partenaires principaux qui contribue activement à la résolution des problèmes primordiaux des enseignements maternels et primaires et du secondaire. La présente cérémonie, qui a mobilisé les différents acteurs du monde éducatif de l'Atakora, s'inscrit dans le cadre de la visite de terrain qu'entreprend depuis peu la représentante résidente de Plan international Bénin dans le Septentrion. Je vais aussi avoir beaucoup d'échanges avec Madame la préfète. Je vais aussi rencontrer les différents partenaires qui nous aident dans la mise en œuvre des interventions sur le terrain. Dans ces différentes œuvres au profit du système éducatif béninois, Plan international Bénin ne se limite pas à la seule dotation de mobilier aux établissements scolaires. Plusieurs autres actions sont à son actif, dont entre autres
la réalisation d'infrastructures scolaires et l'organisation des cours de remédiation au profit des apprenants des classes d'examen. Parlons à présent de l'atelier B2B ouvert ce jeudi à l'université d'Abomey-Calavi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est dans le cadre du projet valorisation des résultats de recherche et d'innovation en Afrique de l'Ouest VARIWA, une initiative portée par l'Agence universitaire de la francophonie, financée par l'Union européenne. Cette rencontre offre l'occasion de présenter au secteur privé les résultats issus des recherches effectuées par les chercheurs dans les universités publiques du Bénin, notamment celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Je ne peux que vous souhaiter du succès et bonne écoute à tout ce qui va se dérouler ici. Les rencontres B2B qui font l'objet de cet atelier sont une opportunité de réunir les acteurs clés de la recherche et de l'innovation, les partenaires techniques et financiers ainsi que les décideurs. Ceci afin de déceler les succès obtenus du projet VARIWA, de promouvoir les impacts générés et d'ouvrir la voie à des collaborations futures. Le projet VARIWA a permis d'avoir en un temps record 26 brevets dans nos universités par des chercheurs qui se sont penchés sur des questions qui leur sont soumises à travers un appel à projet régional. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'une compétition. Ce sont ces résultats qui nous amènent aujourd'hui à réunir le secteur privé. Pour que VARIWA ait un impact durable, il est essentiel de consolider les acquis, de renforcer les synergies et de mobiliser durablement les ressources humaines, techniques, financières nécessaires. Le projet VARIWA a été initié pour une durée de 4 ans. L'objectif principal est de créer un environnement propice au transfert de technologies et à l'innovation durable dans les 4 pays concernés, à savoir le Bénin, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique formule le vœu ardent d'une deuxième phase du projet VARIWA afin de consolider les acquis et d'élargir le spectre de ses impacts. Elle exhorte les universités, les chercheurs et les décideurs à intégrer ces priorités dans leur feuille de route. Sachez que nos populations, dans leur grande majorité, attendent avec impatience les retombées directes de vos recherches sur le développement de leur pays et leur bien-être. Pendant ces 2 jours de travaux, les chercheurs et innovateurs vont échanger avec les acteurs du secteur privé sur les opportunités d'affaires au fin de créer du business autour des innovations brevetées et disponibles, ainsi que les perspectives d'une collaboration durable. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin organise très prochainement une élection pour choisir son président. L'enregistrement des électeurs a démarré ce vendredi 16 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national dans les chefs-lieux des départements. Les responsables de l'association l'ont annoncé jeudi dernier. Nous allons suivre. On a le formulaire qui est là, le casier judiciaire également qui est, le certificat de nationalité également. Consolider les liens entre ressortissants du Niger, résidant au Bénin et les autorités de leur pays d'origine. C'est l'objectif principal pour le Haut Conseil des Nigériens au Bénin. À l'heure du renouvellement de l'organe dirigeant, plusieurs candidats sont en lice pour cette élection qui se profile à l'horizon. Tous les Nigériens qui sont ici au Bénin, par la grâce de Dieu, on veut faire une autre vie pour pouvoir améliorer toute la communauté nigérienne ici au Bénin. Nous demandons à tous les candidats d'aller vers tout le monde, de constituer une équipe qui reflète la configuration de notre communauté et que ça se passe dans la paix, la quiétude. Si on est fort, la maison est forte. Donc, nos chers candidats, nous vous demandons vraiment d'être indulgents. L'association est apolitique et laïque. Pour une élection réussie, il est indispensable de faire preuve de transparence. Le problème de transparence, ce n'est pas à notre niveau. C'est au niveau des candidats. On ne peut pas rester à Kandi, tu as 10 et que nous on va transformer ça à 1000 ici. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, quand toi tu vas aller ramasser celui qui n'est pas un Nigérien
pour venir voter à la place des Nigériens, tu as rendu non crédible cette élection et tu ne rends pas service à ton pays. Les cartes consulaires, c'est avec ça qu'on va voter. Vous aurez les récépissés d'enregistrement des électeurs. Sans ça, l'électeur ne peut pas voter s'il n'est pas sur la liste électorale. Le Haut Conseil des Nigériens au Bénin est un acteur essentiel dans la représentation et la défense des intérêts de la diaspora nigérienne. Il œuvre pour le maintien d'une relation pacifique et constructive entre le Bénin et le Niger. Le stade Omnisport de Djougou a accueilli ce jeudi 17 avril 2025 le deuxième regroupement des joueurs et athlètes de la Donga. En provenance de différents établissements scolaires, ces jeunes filles et garçons suivent rigoureusement et intensément une série d'entraînements pour garantir et assurer leur progression. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire veille au grain. Il a pris toutes les dispositions utiles pour suivre de près les participantes. Nous allons suivre. Séance d'intense entraînement au stade Omnisport de Djougou, sur la piste d'athlétisme, sur le gazon synthétique et au niveau des sports de main. Ça travaille sérieusement. Le deuxième regroupement des jeunes joueurs et athlètes vient ainsi de prendre forme à Djougou pour le compte de la Donga. Ces athlètes sont là pour un regroupement départemental, pour les mettre à niveau afin d'organiser une compétition au niveau de tous les départements. Lors de ce regroupement, il y aura une mise en condition physique. On va travailler des techniques de jeu, des techniques et tactiques de jeu, des techniques individuelles aussi. Ces jeunes garçons et filles bénéficient donc d'un encadrement technique adéquat. Pour atteindre son objectif, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, OBSU, a pris toutes ces dispositions. Spécifiquement, en tant que marraine, nous sommes là pour veiller à la sécurité des enfants, au transport des enfants, des sites d'hébergement, au lieu, au stade. Nous sommes là pour veiller à leur alimentation à temps et dans de très bonnes conditions. Nous sommes là pour être des oreilles pour ces enfants parce que ce sont des enfants, ils ont parfois des filles, a priori, elles ont parfois des besoins qu'elles ne peuvent pas forcément exprimer aux hommes qui sont leurs coachs de façon générale. Par ces différentes actions et initiatives, l'OBSU démontre ainsi sa bonne volonté d'accompagner les multiples efforts entrepris par le gouvernement talon pour le développement du sport à la base. Vous arrivez ici d'abord, vous arrivez. Allez. Tes bras comme ici. Je l'annonçais en début d'édition, fin en apothéose du cours School Revelation. Après les phases préliminaires, c'est la grande finale de ce challenge organisé au profit des élèves et lycéens de la ville de Djougou. L'initiative de Al-Mustafa Sanogo et Kassim Moussa a permis aux différents clubs des CEG 1, 2, 3, Patougou et du lycée technique commercial et industriel de Djougou de s'affronter en génie en herbe, chorégraphie, théâtre, reportage. C'est la dernière étape de cette compétition, celle qui revêt d'ailleurs plus d'enjeux. Le challenge dénommé School Révélation qui combine activités ludiques et didactiques est une initiative bien pensée de Al-Mustafa Sanogo, PDG de ASK Multiservice, et Kassim Moussa, journaliste de profession. Notre objectif est de promouvoir et de détecter les talents en milieu scolaire en offrant aux apprenants un espace leur permettant de s'émerger et de clore leurs talents. En choisissant les thématiques dialogue parents-enfants, santé sexuelle et reproductive, paix et cohésion sociale, nous contribuons ainsi à la sensibilisation des élèves par leurs pairs dans les divers à travers
les scènes de théâtre, la danse, les génies en herbe. Au-delà de sa dimension récréative, ce concours intègre donc une approche éducative. Cette initiative novatrice et créative reçoit l'assentiment de la préfecture et plusieurs d'autres partenaires et sponsors. Voudrais-je profiter de votre présence passive à ce rendez-vous de la jeunesse pour vous exhorter, en tant que composante majeure de la population, à la construction d'une société résolument tournée vers la paix, la solidarité et le progrès continu. Faisons de cette première édition de School Révélation un modèle d'organisation et de succès. Nous exprimons nos félicitations aux promoteurs de ASK Multiservices pour ce projet et l'encourage à maintenir le cap pour les éditions à venir. À l'issue des différentes confrontations qui se sont déroulées devant les membres du jury, le CG1 Djougou est doublement sacré champion dans les catégories génie en herbe et théâtre. Le CG3, par contre, l'emporte en chorégraphie. Cet événement, au regard de l'engouement qui le caractérise, a connu un succès phénoménal. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Nous allons à présent ouvrir la deuxième phase de notre émission avec l'invité média. L'invité de la semaine, disais-je, nous allons le recevoir. Il a nom Epiphanazon, il est le président de la Fédération des parents d'élèves. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de sacrifier votre dimanche de Pâques pour être avec nous. Je sais que vous avez suivi la note rappel du ministre des Enseignements secondaires par intérim, une note qui rappelle aux chefs d'établissement qu'ils n'ont pas le droit de renvoyer les élèves en plein devoir, encore moins confisquer leur convocation d'examen ou refuser de présenter leur dossier aux examens pour non-paiement des frais de scolarité. Mais ce n'est pas nouveau tout ça. Non, ce n'est pas nouveau, ça remonte à 2017. Oui. Mais c'est parce que sûrement ce n'est pas bien exécuté que ça revient en force avec les revendications des directeurs, promoteurs et proviseurs d'établissement. On sait que certainement c'est une note qui sera la bienvenue chez vous, les parents d'élèves. Mais qu'est-ce qu'elle règle vraiment? Est-ce qu'elle règle vraiment le problème? Parce qu'on sait qu'un enfant qui a été envoyé de la classe quelques jours avant la composition peut toujours rater la composition si les parents ne trouvent pas l'argent pour solder les frais de scolarité à temps. Oui, c'est pourquoi lorsqu'on s'engage, on respecte l'engagement. Je l'ai toujours dit, je l'ai martelé. Lorsqu'on s'engage, on ne force aucun parent à inscrire son enfant dans une école, je dirais, à la limite coûteuse. D'accord. Parce que depuis que les grèves ont pris fin, l'école publique tourne correctement et les rendements sont là. Oui. Donc, si un parent choisit, là, on ne sera pas contre aucun parent à y inscrire son enfant dans une école privée. Oui. Mais lorsqu'il appose sa signature d'engagement, il faut qu'il respecte l'engagement. Parce que, c'est dommage, c'est malheureux qu'on renvoie l'enfant, alors que l'enfant n'est pas responsable de ce qui se passe. Il est vrai, certains enfants empochent les sous que les parents mettent à leur disposition parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire l'école pour payer la scolarité. Même, oui. Mais dans la plupart des cas, je constate une démission des parents. Parce que lorsque vous vous engagez et vous ne payez pas, vous exposez votre enfant. Vous exposez votre enfant et ce n'est pas bien.
Oui, mais on sait aussi que c'est avec les frais de scolarité que les chefs d'établissement, surtout ceux du secteur privé, règlent les charges administratives pour le fonctionnement de l'école. Et quand les parents d'élèves ne payent pas leur redevance, c'est l'école qui est en difficulté. Le professeur ou le maître ne sera pas payé, il risque de démissionner. Si cela continue, bien évidemment, l'eau et l'électricité risquent d'être coupées, sans oublier justement les impôts. Est-ce que, selon vous, cette note règle véritablement le problème? Bon, je ne peux pas parler de régler le problème, mais ça, c'est une autre d'exhortation. D'accord. Ça exhorte les parents à respecter leur engagement. Et ça, là, je crois que je suis favorable à la sortie et au suivi rigoureux de cette note de service qui est sortie. On sait qu'il y a des parents qui ont beaucoup d'enfants. Vous avez parlé par exemple du secteur privé tout à l'heure, mais même dans le secteur public, il y a des parents parfois qui se retrouvent avec beaucoup d'enfants sous les bras. Parfois, ce n'est pas que leurs enfants. Et quand on donne par exemple, quand je prends par exemple l'article 29 du règlement qui exige que les enfants en 6e et en situation de transfert doivent solder l'intégralité de leur scolarité avant le démarrage des cours. Et pendant ce temps, les anciens doivent solder l'intégralité de leur scolarité avant la fin du premier trimestre. Est-ce que vous êtes sûr que les parents qui ont les moyens assez difficiles peuvent véritablement faire face à l'intégralité des frais de scolarité avant le premier trimestre? Est-ce que ce n'est pas jeter les parents en pâture? Bon, ce règlement, vous avez cité un règlement numéro 29, non? Oui, voilà. L'article 29. L'article 29. Oui. Bon, ce n'est pas contraignant. Disons que c'est là. C'est là, mais lorsque vous ne pouvez pas vous rapprocher du promoteur ou du directeur d'établissement ou du proviseur pour négocier. Vous négociez et lorsque vous tombez d'accord sur le prolongement de votre engagement, je crois qu'il n'y a pas de problème. Personne n'est au courant en dehors de vous deux. Mais c'est lorsque vous ne respectez pas que ça devient chose. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les écoles privées n'attendent que ça pour faire fonctionner l'établissement. Et même les écoles publiques, imaginez-vous, pour le cas du département du littoral, c'est 15 000 francs. Et certains dribblent les chefs d'établissement jusqu'en fin d'année. Et ça là, je ne peux pas dire que c'est responsable. Je ne peux pas dire que, bon, parce qu'on a plusieurs enfants, on ne peut pas faire chose. La vie, c'est un choix. Lorsque vous décidez, il est vrai, c'est le Dieu qui envoie l'enfant sur terre, dit-on, mais ça, dès lors que ça passe par vous, vous en prenez l'engagement. Oui, la vie c'est un choix, mais le droit à l'éducation c'est aussi un droit fondamental. Bien sûr, c'est un droit fondamental. Oui. Ça, je crois que l'État doit respecter cela aussi, en rendant gratuite l'école. Mais nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas encore là. C'est tout un cheminement. Nous n'en sommes pas encore là. Mais pour l'heure, les parents doivent prendre leurs responsabilités et penser au devenir de leurs enfants en payant régulièrement la contribution scolaire. Oui, vous savez, vous l'avez bien dit d'ailleurs, que vous le savez, il y a des parents d'élèves qui sont de mauvaise foi. Oui. Il faut leur mettre la pression avant d'avoir les frais de scolarité. Vous avez parlé des cas de 15 000 tout à l'heure. Mais quel doit être le rôle des associations des parents d'élèves dans ce cas? Oui, nous exhortons. Oui. Nous n'avons pas des possibilités de répression, mais nous exhortons lors des assemblées générales, nous exhortons les parents à payer à bonne date les contributions scolaires, l'écolage, qui permet aux établissements, soit publics, soit privés, de fonctionner normalement. Sinon, on met les chefs d'établissement en difficulté et là, ils sont obligés de prendre par tous les voies et moyens pour recouvrer les sous, pour recouvrer l'écolage des parents. Sinon, ils sont en difficulté. Oui, voies et moyens pour recouvrer les sous, mais c'est finalement l'enfant qui paie les pots cassés parce que... Justement, l'enfant qui n'est pas responsable. Oui. L'enfant qui n'est pas responsable du tout parce que le parent, en envoyant son enfant à l'école, doit prendre tous les engagements qui s'imposent et respecter cela.
Bon, lorsque l'enfant rate les devoirs, et ce qui se passe, c'est que lorsque on ne voit pas, on constate que l'enfant n'a pas composé dans telle matière lors des devoirs, on lui met 0. On lui met 0 devant cette matière-là. Oui. Alors qu'il n'a pas composé. Ça aussi, c'est pas normal. C'est pas normal, mais si le parent s'engageait correctement, respectait correctement son engagement, je crois qu'il n'y a pas de problème au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux chefs d'établissement? Parce que c'est vrai, vous avez dit que les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités et résolument régler leurs engagements. Mais les chefs d'établissement, eux, ils ont également les coups de franche maintenant pour dire payer avant le premier trimestre, puisque la loi leur donne justement ce droit. Oui, payer avant le premier trimestre, bon, disons que ça participe, je dirais, d'une théorie. D'une théorie, parce que lorsque vous ne payez pas avant la fin du premier trimestre, aucun promoteur, aucun directeur, aucun proviseur ne vous renvoie. Mais il faut vous rapprocher du proviseur ou du directeur ou du promoteur lorsque vous êtes en difficulté. C'est quand les parents ne se rapprochent pas des promoteurs qu'ils se retrouvent face à cette déconvenue, les enfants sous les bras à la maison. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut décourager ça. Quel message avez-vous à lancer aujourd'hui? Parce que là, nous sommes à quelques mois des examens. Vous êtes parent d'élèves et vous êtes le président de la fédération des parents d'élèves. Quel est le message que vous avez rapidement à lancer, aussi bien aux apprenants, aux parents d'élèves et aux chefs d'établissement? Je dirais aux apprenants, leur avenir et rien que leur avenir. Parce que l'amusement, les envolées divertissantes, c'est fini. C'est fini, il faut attendre les vacances. Aux promoteurs ou aux chefs d'établissement, je leur dirais vraiment de regarder, comment dirais-je, la chicote et l'élément chicoté. Oui, c'est-à-dire là, je les appelle au social. Je les appelle à une collaboration étroite avec les parents. Mais ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise qui doit tourner. Voilà. Et c'est pourquoi je viens aux parents pour leur dire, respectez votre engagement. Il n'y a pas de situation atténuante lorsque on signe soi-même qu'on doit payer à telle date et la date passe. On ne se rapproche pas du promoteur ou du directeur, du chef d'établissement, et on ne dit rien, on garde un silence. Ce silence-là est coupable. Un silence coupable. Coupable et reprimé. Oui. Et qu'est-ce que la fédération peut faire en de pareilles circonstances? Non, la fédération, tout ce que la fédération peut faire à travers ces structures de base dans les écoles et autres là, c'est d'attirer leur attention sur des assemblées générales extraordinaires pour, disons, relire cette note de service aux parents et attirer leur attention sur l'impérieuse nécessité pour eux de faire face à leur engagement. Oui. On sait que vous jouez également un rôle important dans la coordination entre les écoles et les familles. Et aujourd'hui, de plus en plus, on sent que, vous l'avez dit d'ailleurs même tout à l'heure, qu'on sent une certaine démission des parents. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent que l'école est en harmonie avec la maison, avec la famille, puisque l'école devrait être la seconde famille de l'enfant? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, disons que l'école fait ce qu'elle peut. C'est les parents qui ont le grand rôle. Pourquoi? Ils ont le grand rôle parce que c'est les soirs quand même. C'est-à-dire que les parents ne communiquent pas avec les enfants et il continue d'avoir un fossé entre les parents et les enfants. Donc ça là, il y a un grand rôle, un grand travail à faire à ce niveau-là pour écouter les enfants, écouter leurs préoccupations, écouter leurs soucis. Parce que les enfants aussi ont des soucis. Il faut les écouter et voir comment mettre une harmonie au sein de la famille. Et lorsque la famille est en harmonie, je crois que la suite est élogieuse dans les écoles où l'enfant va fréquenter. Parce que ce n'est pas l'éducation culturelle qui joue un peu justement sur ces résultats-là où vous voyez quand le parent est là ou le père est là, personne n'aime passer au salon par exemple, et là ça crée cet écart entre les parents et les enfants. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui joue? Oui, ça c'est le bon vieux temps. Moi-même j'ai pris par là. J'ai pris par là quand j'entends le bruit
de l'engin de mon père arriver, je cours et je prends rapidement un livre, je commence par lire. Et je fais semblant de lire. Vous avez fait ça aussi? Oui, j'ai pris par là. C'est pourquoi ça ne me surprend pas lorsque un enfant se comporte comme ça maintenant. Oui. Il faut quand même communiquer avec les enfants et faire en sorte... Parce que la rue est en train de prendre le devant, est en train de prendre le dessus sur l'éducation parentale et nous devons tout mettre en œuvre pour à défaut d'éradiquer, ralentir cela, ce phénomène. Merci à vous, Epiphane Azon, d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir de vous avoir avec nous et surtout, vos explications nous ont beaucoup édifiés. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Merci beaucoup. Encore que je ne l'ai pas souhaité à mes frères et sœurs, parents d'élèves. Oui. Je vous laisse rapidement le temps de le faire. Ah oui, oui. Je leur souhaite une excellente fête de la résurrection. Et que le Seigneur les accompagne dans tout ce qu'ils mettent en œuvre pour jouer ce rôle de parents d'élèves. Vous avez oublié les enfants qui vont à l'examen? Oui, les enfants, je leur dis, c'est leur avenir, rien que leur avenir, je l'avais dit à l'entame. Donc, il faut qu'ils se mettent à la tâche résolument et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'extraordinaire aux examens. C'est ce qu'ils ont appris, c'est ça qu'ils constatent devant les épreuves. Merci à vous, Epiphane Azon. Dans quelques minutes, nous allons mettre le show sur ce plateau de grand format avec Kalamoula. Il est déjà dans nos locaux. C'est avec lui que nous allons nous jouer la dernière manche de cette émission. Ce jeune artiste talentueux, à la voix envoûtante qui sera bel et bien ici. Il est déjà là avec nous. Mais en attendant, je vous souffle qu'elle nous attend impatiemment, notre invité média. Elle, parce qu'il s'agit d'une brave professionnelle des médias, Rachidatou Biomaman, elle est journaliste à la SRTB. C'est avec elle que nous allons décrypter l'actualité de la semaine. Mais avant de la recevoir, nous allons d'abord vous offrir le récapitulatif des faits marquants ayant relayé par les confrères cette semaine. Voici la revue de presse hebdomadaire réalisée par Assiomo Kani. Assiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. En milieu de semaine, la presse du jour signalait que le Bénin dispose désormais d'un cadre juridique pour organiser ses chefferies traditionnelles. En effet, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, adoptée par les députés le jeudi 13 mars 2025, vient d'être promue par le chef de l'État. Et partant de là, Bénin Intelligent estimait que les tambours de la tradition résonnent à nouveau dans un Bénin républicain et démocratique. Le chef de l'État a promulgué le jeudi 3 avril dernier la loi encadrant la chefferie traditionnelle, marquant ainsi une reconnaissance inédite depuis l'indépendance. Mais cette reconnaissance s'accompagne d'une exigence de taille, une dépolitisation stricte. Ainsi, conformément à l'article 16 de la loi, ceux d'entre eux actuellement membres d'un parti politique disposent de 3 mois pour démissionner ou abdiquer. Fraternité renchérissait pour écrire que promulguée le 3 avril 2025 par le président Patrice Talon, la loi encadre pour la première fois les chefferies traditionnelles au Bénin, adoptées par les députés béninois le 13 mars 2025. Cette loi reconnaît officiellement 16 royaumes et 90 chefferies, réparties en 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Si elle officialise 16 royaumes et 90 chefferies, il n'en demeure pas moins que le test suscite critiques et inquiétudes quant à son application. En ce qui concerne les élections générales de 2026, pointait le matinal, le gouvernement réaffirme le bien fondé de la réforme électorale. Selon Wilfried Léandre Mbedi, cette réforme vise avant tout à permettre une gouvernance plus stable avec une concentration accrue sur le travail de développement national plutôt que sur les joutes électorales répétitives. Quand on a fait la réforme pour établir une année électorale avec des élections générales, c'est parce que nous voulions que pendant au moins 4 ans et demi, l'on soit concentré sur le travail à faire pour faire progresser notre pays. Et puis,
La Nouvelle Tribune informait qu'après les critiques ouvertes à l'encontre du pouvoir dont il est pourtant partisan en février dernier, le président de l'ex-parti du Renouveau démocratique est revenu à la charge le 15 avril. Profitant de la tribune du sommet des jeunes, l'ancien président de l'Assemblée nationale a lancé un appel solennel à l'unité nationale et à la réconciliation politique au Bénin. Cet appel s'inscrit dans un contexte marqué par des tensions politiques internes, des divisions au sein de la classe politique. Ces propos, au-delà de leur caractère de simple plaidoyer, sonnent comme un avertissement à toute entreprise d'exclusion aux élections de 2026. Dans son billet annissé dans les colonnes de Fraternité prédisait que les prochaines élections générales donneront lieu à de chaudes empoignades. C'est le moins qu'on puisse prédire. D'un côté, on travaille à maintenir le système et de l'autre, on s'efforce à le changer. Et comme à l'accoutumée, la logique sera respectée, à savoir que la société civile et notamment les syndicats vont se réveiller, se rabibocher avec les forces de l'opposition pour constituer le camp des bons. Autrement dit, le regroupement de ceux qui aiment le Bénin et qui veulent sauver leurs concitoyens de la tyrannie, de la faim, du sous-emploi et, plus généralement, du joug de la mafia entre griffes qui gouverne et qui a pris le pays en otage. Soit, mais quant à réussir l'alternance, c'est une autre affaire, parce que dans le prochain gouvernement, on retrouvera mélangés aux mauvais d'aujourd'hui les bons du moment, qu'ils soient politiciens ou de la société civile. Il faut croire que les hommes qui gravitent autour de la sphère publique sont tous du même acabit. En somme, la cohabitation entre eux est très naturelle. Ce n'est qu'un jeu de chaises musicales entre copains qui saisissent des opportunités. Le peuple, c'est le dindon de la farce, conclut le billetiste. Dans la suite, la nation pointait que dans un contexte économique mondial encore fragile, le Bénin a réussi l'exploit de ramener son déficit budgétaire à 3% du PIB dès 2024, un an avant l'échéance fixée par l'UEMOA, une performance remarquable saluée comme le fruit d'une gestion budgétaire rigoureuse et d'une croissance économique soutenue. Pendant ce temps, Bénin Intelligent relevait que le Bénin et le FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la 6e revue du programme appuyé par le MEDEC et la FEC, ainsi que sur la 3e revue de la FRD. Ce nouvel accord salue les solides performances économiques du pays avec une croissance de 7,5% en 2024, un déficit budgétaire conforme aux normes de l'UEMOA un an avant l'échéance prévue. Fraternité ajoutait que dans une déclaration à l'issue de la mission, Frédéric Lambert, chef de mission du FMI, s'est félicité des performances économiques du pays. L'activité économique a été plus forte que prévu avec un taux de croissance de 7,5% en 2024, soit un point de plus que la prévision initiale, a-t-il déclaré. Selon le FMI, cette croissance est portée par une série de facteurs, notamment l'augmentation des exportations de biens à valeur ajoutée, le dynamisme du secteur des technologies de l'information, la stratégie de transformation locale des produits de base commence à porter ses fruits en dopant les exportations et en renforçant la valeur ajoutée de l'économie nationale. Poursuivons cette revue hebdomadaire avec la presse du jour qui, parlant de Patrice Talon, mettait l'accent sur rigueur et performance au rendez-vous. Le dimanche 6 avril dernier, écrivait le journal, le président Patrice Talon a bouclé 9 ans de gestion du Bénin. En 9 ans, le chantre de la rupture et du nouveau départ aura réussi à imposer sa rigueur au profit des performances enregistrées dans tous les domaines, tout en revisitant de façon exhaustive les domaines impactés par l'action du chef de l'État. Le journal indiquait qu'il lui reste les 12 derniers mois de son dernier quinquennat pour parachever le travail. Ouverture officielle de l'exposition universelle Osaka 2025, affichait le matinal. Le Bénin, cette mosaïque de culture, a marqué les esprits dimanche à Osaka. Quelques heures avant l'ouverture officielle de l'exposition, les visiteurs ont pris d'assaut le pavillon du Bénin pour y découvrir les merveilles annoncées depuis quelques mois, du stand Discover Where We Are au stand Investment and Opportunities,
en passant par les stands History, Tourism, Vodou, Explorer, Innovation and Cooperation, les visiteurs ont été séduits par le potentiel culturel, touristique et économique que présente le Bénin. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'y rester fidèle. Voilà, merci à vous, Assouan Kayansion. Bon, place à présent à l'invité média. Nous allons recevoir Rachidatou Biamaman. Bonsoir. Ulrich Gaba, bonsoir. Vous êtes journaliste présentatrice à Bénin TV, c'est ça? Bénin TV, oui, c'est exact. Oui, qui est l'une des composantes de la SRTB, ex-ORTB, cette chaîne qui a subi de nouvelles mutations et même des nominations. Comment se porte la SRTB? Ah, tout va bien à la SRTB. On fait notre petit bonhomme de chemin. On s'adapte à l'ère du temps, on se modernise, on se conforme, on va dire, aux besoins de nos téléspectateurs. Et je pense que ça plaît et ça plaira de plus en plus. Nous recevons rarement les femmes professionnelles des médias sur ce plateau. Et bien là, comme vous êtes ici, vous allez éclairer notre plateau par votre belle lumière. Et comme tous vos prédécesseurs, vous aurez droit à 3 sujets d'actualité. Le tout premier nous emmène tout droit au siège de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Et nous parlerons donc de la publication officielle du calendrier des élections générales de 2026. On peut dire que le compte à rebours est lancé. Eh oui, l'horloge a commencé à tourner depuis quelques jours déjà, Ulrich Gaba, avec le dévoilement, on va dire, du chronogramme de la Sénat qui vient placer les uns et les autres devant leurs responsabilités. Ouais. Les acteurs politiques savent désormais à quoi s'en tenir. Les institutions qui devant intervenir dans l'organisation des élections générales de 2026 savent déjà également à quoi s'en tenir. C'est un chronogramme qui vient permettre à chacun, à son niveau en tout cas, de mieux se préparer, de mieux s'organiser pour réussir cette échéance majeure de 2026. Parce que vous le savez, 2026, c'est une date cruciale. Ouais. C'est pour la première fois que le Bénin organise les élections générales. Ce n'est jamais arrivé. C'est donc un gros enjeu pour un pays comme le Bénin qui veut se révéler. Et donc, on n'a pas intérêt à rater ce coach. On n'a pas intérêt à rater ce tournant décisif de l'histoire politique de notre pays. Et donc, avec ce chronogramme, les uns et les autres savent désormais comment se planifier, step par step, comment on évolue, comment on fait en sorte d'upgrader pour obtenir de meilleurs résultats pour les élections générales de 2026. Oui. On sait que plusieurs partis politiques ont pris part, y compris même ceux de l'opposition, ont pris part à cette cérémonie d'annonce du calendrier électoral. Mais sur le terrain, ce sont ces mêmes partis politiques qui estiment que le code électoral n'est pas inclusif. Il faut donc une relecture du code électoral avant tout scrutin électoral. Vous ne craignez pas un réajustement du calendrier dans les prochains jours? C'est possible, Ulrich Gaba. Vous savez, la relecture du code électoral, on en parle depuis quelques mois déjà, c'est rien de nouveau. C'est à juste titre, vous savez, nous sommes dans une république, les règles que nous établissons ensemble peuvent ne pas plaire à certains. C'est de leur droit, n'est-ce pas, de demander cela. J'estime que la Sénat, de toutes les façons, entend tout, les institutions de la République entendent tout. Le président de la République entend tout. On verra bien dans les prochains jours ce qu'il en sera. Est-ce qu'on va finalement réviser ce code électoral pour satisfaire les uns et les autres? Wait and see, j'ai envie de dire. Wait and see, et on sait quand même que c'est un programme très chargé en activité et nous allons vers des jeux électorales jamais, très inédits, jamais organisés au Bénin, puisque c'est la première fois que le Bénin organise des élections générales. Optimiste ou pessimiste? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que le Bénin, c'est un pays qui a le génie d'étonner. C'est un pays qui a le génie d'étonner. Ça rappelle le propos de quelqu'un. Oui, c'est un pays qui étonne et qui étonnera toujours le monde.
On sait face parfois à des murs de lamentation, on sait se contenir. On sait passer les étapes avec bravoure, avec courage, avec détermination. Et moi, je suis certaine qu'on va assister à des élections non seulement transparentes, dans un climat apaisé. Je suis optimiste parce que je sais que les acteurs politiques que nous avons au Bénin sont des acteurs politiques responsables. Et même s'il y a des criailleries ça et là, même s'il y a des plaintes ça et là, je sais qu'à un moment donné, devant l'essentiel, on sait parfois courber les chines et se dire finalement, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte pour les téléspectateurs? C'est le Bénin. Le Bénin. Le Bénin dans la paix. Exactement, dans la paix. Voilà, deuxième sujet pour vous, Rachida Toubiamaman. Oui. Le gouvernement rappelle à l'ordre les chefs d'établissements scolaires qui renvoient les élèves en pleine composition pour non-paiement des frais de scolarité et ceux qui confisquent les convocations des candidats ou ne présentent d'ailleurs pas les dossiers de candidature aux examens pour les mêmes raisons. Vous êtes certainement parent d'élèves, ça je le sais, mais avant d'avoir votre avis de mère, vous que vous êtes, quelle analyse professionnelle faites-vous de cette situation? Je voudrais d'entrée saluer vraiment, on va dire, la clairvoyance du gouvernement à travers ces décisions. Ce n'est pas une première. C'est une décision qui a été déjà prise en 2017, qui sans doute n'a pas prospéré au regard des attentes. Voilà, n'a pas été suivie au regard des attentes du gouvernement. Alors, cette année, en 2025, le gouvernement rebelote, il tape du poing sur la table pour appeler les uns et les autres à l'ordre, et il faut saluer ça. Il faut saluer ça. En le faisant, le gouvernement, je pense, ne s'intéresse pas forcément aux parents, mais beaucoup plus aux apprenants. Les enfants d'aujourd'hui qui sont les hommes de demain. Parce que, quoi qu'on dise, le renvoi, ça n'est pas une bonne chose. Ulrich Gaba, on ne cessera jamais de le répéter sur les différents plateaux. Il y a toujours une autre manière de faire. C'est vrai que j'ai également mené ce débat sur mon plateau et j'ai entendu des gens dire que quand on ne renvoie pas, les parents, ils ne réagissent pas, ils sont négligents, ils sont irresponsables. Oui, certains parents sont irresponsables, mais pas tous les parents. Il y a des parents qui sont braves, il y a des parents qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants. Il y a des parents qui, malgré la morosité économique, parce que c'est pas que le Bénin, la morosité économique, c'est général, il y a des parents qui, malgré ça, malgré les difficultés de la vie, savent mettre en priorité, n'est-ce pas, l'éducation de leurs enfants. Et il faut saluer aujourd'hui ces parents qui savent faire l'arbitrage entre plusieurs responsabilités et arrivent à s'acquitter à temps de la scolarité de leurs enfants. Mais à côté de ces parents, il y a d'autres, franchement, qu'il faut rappeler à l'ordre. Il y a des parents, vous vous demandez, finalement, est-ce qu'on les a obligés à faire des enfants? Il y a des parents qui ne s'occupent pas des enfants. Il y a des parents qui n'attendent que le renvoi pour réagir. Parce que finalement, quand on renvoie votre enfant et que vous réussissez à payer la scolarité, c'est que vous auriez pu le faire avant, si entre-temps, vous avez mis tout ça en priorité. Donc, il faut vraiment décrier, il faut vraiment, si vous le permettez, même crier sur ces parents qui font subir ce genre de choses aux enfants parce que c'était un réel traumatisme pour ces enfants. Moi, en tant aujourd'hui adulte, je me souviens de ces années d'enfance où parfois mes parents étaient en difficulté, où il arrivait aussi. On a tous vécu ça, je ne sais pas pour vous. On venait dans la classe, il y a toute une liste constituée. Oui. On dit Rachida Toubiamaman. Et puis c'est un ton. Non, mais franchement. Vous vous sentiez comment? Non, mais c'est humiliant pour l'enfant qu'on est. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à penser que l'enfance, c'est l'innocence. L'enfant n'a pas de sentiments, mais en fait, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'extérioriser. Parce que la plupart des parents, M. Azon l'a dit sur votre plateau, la plupart des parents n'ont pas instauré une sorte de dialogue qui permette à l'enfant de se confier, de dire à son parent ce qu'il ressent, à son père ou à sa mère ce qu'il ressent. Mais en tant qu'enfant, on se sent diminué. Parce que vous êtes dans une classe, vous voyez les autres enfants qui sont là et qui vous regardent d'un air bizarre. À la limite, c'est comme si vous affichez votre pauvreté ou votre situation financière à la face du monde. Donc, ce sont les enfants qui en pâtissent.
ce sont les enfants qui en souffrent. Nous devons donc, tous autant que nous sommes en tant que parents, franchement, mettre au cœur de, on va dire, de nos responsabilités, la scolarité des enfants. Ça vient en prime, en pole position. On ne s'occupe pas de tout ce qu'on a à faire et puis après on vient, on dit bon voilà, voilà. Tout ce qu'il faut, on se dit bon il faut choisir les autres moyens. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que quand vous êtes en classe et que de l'autre côté vous jetez un coup d'œil, vous voyez le directeur qui fait déjà le tour des classes, est-ce que vous arrivez à suivre encore le cours? Oh mon cher Ulysse Gaba, vous avez le cœur qui bat la chamade. Ah oui? Bah oui, parce que vous savez que là où il est là, je suis, il va venir chez vous. Vous ne suivez plus rien. Bah, vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé. Moi, je me souviens, c'est vrai que c'est arrivé, on va dire, 2 ou 3 fois avec mes parents. Et je me souviens une fois parce que j'ai aperçu le directeur, je suis sortie de la classe. Déjà? Ouais, je suis avant qu'il ne vienne. Avant qu'il ne vienne. Et après, vous êtes rentré? Après, je suis rentrée. Ça, c'est de la fraude. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Franchement, les parents devraient davantage prendre leurs responsabilités. On sait que la vie n'est pas facile. On sait que parfois, un parent, même responsable, peut, devant une situation, n'est-ce pas, ne pas pouvoir honorer ses engagements. Mais ce qu'il faut dire aux parents aujourd'hui, c'est que c'est important d'aller vers les établissements. C'est que c'est important de collaborer avec les établissements, d'instaurer une sorte de dialogue qui fasse que de temps en temps, vous allez les voir. Vous pouvez même signer un engagement. Alors, quand la date approche et que vous savez que vous ne pouvez pas payer, vous retournez voir l'établissement et vous leur dites, écoutez, je n'y arrive pas, est-ce qu'on peut prolonger d'1 semaine? Est-ce qu'on peut prolonger de 2 semaines? Ça fait de vous un parent responsable. Mais quand vous restez à votre niveau et que vous attendez qu'on renvoie votre enfant, franchement, non, franchement, ce n'est pas bien. Et il faut aussi dire que il faut placer un mot aussi à l'endroit des établissements qui, c'est vrai, on fait un investissement, c'est un investissement. Ouais. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a beau cacher la vérité, c'est que l'argent aujourd'hui a pris le pas sur l'éducation. Quoi qu'on dise. Vous avez beau parfois pleurnicher devant un chef d'établissement, il vous dit, mais écoute, j'ai des enseignants à payer, j'ai des charges, comment je fais? Il n'y a plus réellement l'empathie qu'on aurait voulu avoir chez les chefs d'établissement. Est-ce que justement ce manque d'empathie, ce n'est pas l'irresponsabilité de certains parents qui prennent des engagements mais qui n'arrivent pas à les respecter? Mais je l'ai déjà dit, Ulrich Gaba. Est-ce que ce n'est pas ça qui a justement durci le cœur de ces chefs d'établissement? Tous les parents ne sont pas irresponsables. Quand vous avez en face de vous un parent qui est de bonne foi, vous le savez. Pas toujours. Quand vous donnez sa chance à un parent une fois et qu'il revient vers vous, d'accord? Et quand vous lui donnez une deuxième fois sa chance et qu'il n'honore pas, c'est qu'il y a un problème. En tant que parent, je devrais savoir que si une fois je n'ai pas pu honorer mon engagement et si la deuxième fois je n'arrive pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc on va appeler les chefs d'établissement franchement à savoir raison garder. On les comprend face aux multiples charges, mais il ne faut pas qu'ils ferment la porte au dialogue. Le dialogue, c'est vraiment essentiel. Je vous donne un exemple, Ulrich Gaba. J'ai reçu sur un plateau un parent d'élève dont la Fondée a confisqué les dossiers de candidature de l'enfant qui doit aller au CEP. Et malgré toutes les interventions, la Fondée, et c'est une femme, en plus, moi c'est ce qui m'a choqué, malgré toutes les interventions, la Fondée a dit... Elle est restée de marbre. Elle est restée de marbre. Elle dit, c'est pas possible, je n'en veux pas. Alors, suite à l'émission qu'on a eue sur le plateau avec le parent d'élève, il a été reçu par... la directrice départementale de l'Atlantique qui l'a écouté, qui a tapé du poing sur la table. Mais je vous dis, en une seule journée, elle a réussi à décanter la situation. Non seulement on a réussi à transférer les dossiers de l'enfant, mais on a réussi également à sortir les enfants de cette école et à les inscrire à l'école publique de Ménotin. Wow. Ça veut dire qu'en réalité, on aurait pu, avec ce parent, trouver, trouver une sorte de solution qui permette de ne pas... aller jusqu'à ce voilà, parce qu'un enfant qui devrait aller au CEP et qui, finalement, n'y va pas, qu'est-ce qui se passe? Il perd une année scolaire. Ouais. Vous imaginez une année scolaire, ce qu'on investit, investit dans un enfant en une année scolaire, c'est énorme. Donc, je voudrais que les chefs d'établissement ouvrent un peu leur cœur. C'est difficile, c'est pas aisé, les temps sont
dur pour chacun, mais ouvrez vos cœurs, entendez, écoutez les parents d'élèves et ensemble trouver une solution. Là, c'est la journaliste qui parle ou la mère de famille? C'est la journaliste, c'est la parent d'élève, c'est la parente aussi, c'est le parent d'élève qui parle aussi, et puis c'est la citoyenne du Bénin. Voilà. Et voici notre troisième sujet du jour pour vous, Rachida Toumou, bien maman. Les coups de force en Afrique. Nous parlerons de ces putschistes qui retrouvent par magie la voie de la démocratie. Vous avez récemment suivi les élections au Gabon. Brice Oligui Nguema Obiang est officiellement élu président du Gabon. Et il n'est pas le premier à quitter un coup de force pour la voie constitutionnelle, non? Oui, il n'est pas le premier. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, vous le dites si bien, en fait, il n'est pas le premier. Et puis, la longue liste, vous la connaissez, Ulrich Gaba, les téléspectateurs la connaissent aussi. Vous savez, l'élection, moi, de Brice Clotaire Oligui Nguema ne m'a pas surprise. Pourquoi? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais c'est une élection. C'est à la fin d'une élection qu'on a souvent les résultats. Oui, mais il est venu à la tête de ce pays comment? C'est pas un putsch. D'accord. C'est pas un coup de force qu'il est venu à la tête de ce pays. Oui. Et il a vite fait de... il a vite tombé sa veste, on va dire, ou bien son treillis militaire pour revertir le manteau. Oui, bien sûr. Il a troqué les treillis contre le costume de civil. Voilà, de civil. Et voilà quelqu'un qui nous a montré durant ces derniers mois qu'il est multifacette. On est passé de quoi? On est passé du président Oligui à la mine serrée, aux propos parfois durs et acerbes, à un président Oligui complètement décontracté, qui chante, qui danse, qui sautille même à la limite comme un gamin, si vous le permettez, Ulrich Gaba. Et donc moi, son élection, franchement, ne m'a pas surprise. Et donc, avec son élection, j'espère en tout cas que ceux qui ont envie de suivre cette voie ne se diront pas, écoutez, je peux faire un coup d'État et puis après je formalise tout, je blanchis tout et je deviens subitement un homme... Un homme démocratique. Un démocrate. Oui. Est-ce qu'on peut parler de comédie politique au regard de la transition atypique ou bien de retour à la raison et aux valeurs démocratiques? Non, c'est pas un retour aux valeurs démocratiques. Pourquoi? Il y a eu une élection, le peuple a choisi le président. Est-ce que c'est parce qu'il y a une élection qu'on doit oublier comment il est venu au pouvoir? Non. Bon, je pense que tout part de là, c'est mon avis. Je pense que tout part de là, c'est pas vraiment un retour, c'est un semblant de retour à des valeurs démocratiques. Et ce n'est pas non plus une comédie politique. Je ne me voudrais pas impertinente sur ce plateau. Mais je dirais juste que c'est un monsieur qui est doté d'une habileté populaire et politique. Voilà un monsieur qui a su surfer sur l'impératif, on va dire, de changement tant voulu par l'aspiration le peuple profonde gabonais. Voilà. du peuple gabonais, oui. Il a su surfer sur tout ça pour se faire élire aujourd'hui à la tête du Gabon. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Les coups de force semblent devenir la meilleure transition militaire pour venir démocratiquement au pouvoir en Afrique. On prend d'abord le pouvoir par les armes, on dissout les institutions de la République, on impose le veto militaire, puis on organise les élections et on devient président de la République. La solution semble tout trouver du moins. Non, je vais être péremptoire sur ce plateau, c'est loin d'être une solution. Les coups de force, les coups d'État, les putschs sont à décourager avec la dernière vigueur, avec la dernière énergie. Les coups de force ne peuvent en aucun cas, ne doivent en aucun cas être un moyen de conquête du pouvoir. Non, ça ne devrait pas l'être. Mon cher Ulrich Gaba, mais malheureusement, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est vrai, quand vous analysez un peu la situation, vous vous rendez compte que de 2013 à 2020, l'Afrique a connu un peu, on va dire, une relative accalmie. Mais à partir de 2020, à partir de 2021 précisément, 2021, oui. Il y a eu comme un enchaînement. Une avalanche de coups d'État. On en note à peu près 14, réussis et manqués. Je mets les deux
dans le même panier. Et c'est un tel point qu'à un moment donné, on se posait la question de savoir, mais finalement, à qui le tour? Ah oui. Il y avait un tel effet contagion, on se disait, mais à qui le tour? Après le Gabon, qui sait? Quel pays va connaître encore les coups d'État? Donc franchement, il faut décourager cette pratique, parce que les coups d'État, plutôt que de propulser les pays africains vers le développement, nous arrière. C'est ce qu'il faut retenir. Ça nous arrière vraiment, et il faut décourager les coups d'État avec la dernière vigueur. Elle est péremptoire, la brave dame. Merci à vous, Rachidatou Biamoman. Je rappelle que vous êtes journaliste, présentatrice à Bénin TV, une composante de la SRTB. Nos civilités à tous les collègues de la SRTB. Merci, Ulrich Gaba. Et bonne fête de Pâques à vous. Bonne fête à vous aussi. Merci de m'avoir invité sur ton plateau. Je souhaite aussi une très belle fête de la Pâques à tous vos téléspectateurs. Voilà. Place maintenant à l'artiste de la semaine. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. À l'état civil, il répond au nom de Moussa Idrissou. Certainement que ce nom ne vous dit rien. Il est originaire de Kondé, la cité de Bagana. Celui que nous allons recevoir, c'est un dignitaire de la cour royale de Kondé. Ses fans l'appellent affectueusement le phénomène du septentrion. Je vous laisse découvrir cet artiste qui va enflammer dans quelques minutes notre plateau. Gosh. Imamu Dini.
coração. Voilà, nous recevons le phénomène du Septentrion. Vous l'avez découvert, c'est bien évidemment Kala Moulay. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, c'est moi qui te remercie parce que ça m'a vraiment touché quand j'ai vu votre invitation. Je suis très content. Non, nous voulions que vous partagiez les moments de Pâques avec nous parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui voulaient un cadeau et ce cadeau, c'est Kala Moulay. Ah oui, ils ont eu un gros cadeau alors parce que ils ont eu un gros cadeau parce que Kala Moulay, c'est le phénomène du Septentrion. En tout cas. Ouais. On sait que vous êtes appelé le phénomène du Septentrion, vous êtes une idole musicale pour de nombreux fans du Bénin et dans le monde. Comment êtes-vous arrivé à la musique puisqu'on vous connaissait danseur? Oui, bon, comment je suis arrivé à la musique aujourd'hui? Bon, vous savez, entre la danse et la musique, il n'y a qu'un seul pas. Ouais. Parce que les deux vont ensemble. Oui. Il n'y a pas musique sans danse, il n'y a pas danse sans musique. Mais il y a des danseurs qui ne sont pas de bons chanteurs. Oui. Même vous avez réussi à faire les deux. Oui, c'est parce que moi j'avais autre atout qui était une très belle voix à moi. D'accord. Donc voilà, j'ai été danseur au Ballet National. J'ai fait 7 ans au Ballet National en tant que danseur, chanteur. Et très tôt, au début, quand les dirigeants du Ballet National ont découvert que j'ai une très belle voix, donc on m'a confié le chant qui concerne les danses du Nord, le teke, le folk-pai, tout. Donc c'était moi qui était le chanteur principal. D'accord. Donc au cours de mon séjour au Ballet National, on était allé faire une prestation au Palais de la République au temps de Kérékou. Et il y avait le groupe qu'on appelait les Frères de Sang. Oui. Donc eux aussi, ils étaient venus pour une prestation. Après la prestation, quand ils m'ont vu chanter, ils se sont approchés de moi, ils m'ont demandé, Kala Moulay, est-ce que tu ne vas pas accepter venir avec nous? Parce qu'on a un membre, pour question de chanter, il n'est plus avec nous. Maintenant, tu vas le remplacer. Bon, j'ai dit, bon, ils n'ont qu'à me donner la chance de voir. J'ai parlé avec le manager. D'alors, c'était Richimi Tota. Oui, il m'a dit, Kala Moulay, vas-y, il faut accepter. C'est une bonne opportunité pour toi. Beaucoup de portes vont s'ouvrir pour toi. Après ça, j'ai parlé avec Florent Issa-Sessou, qui était le directeur du Ballet National. Parce que, après tout, c'est mon patron. Je lui ai dit ça, il m'a dit, ok, vas-y, tu as une très belle voix et tu vas aller apporter quelque chose quand même. Donc, la collaboration avec les Frères de Sang a confirmé le rêve en moi qui cherchait comment passer, quoi. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai quitté le ballet pour travailler avec les Frères de Sang. Et en 2005, j'ai décidé de sortir mon premier album. Ouais. On sait que vous adoptez un style de musique assez particulier, même si vous restez dans la gamme de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Ce style et cette voix qui nous rappelle la force vocale et la rhétorique des griots, vous l'avez. Et pourtant, vous Kala Moulay, vous êtes de la lignée des forgerons. Ouais. Vous êtes de la lignée des maîtres du fer et du feu. Ouais. Comment expliquez-vous alors cette force vocale que vous manifestez? Bon, d'abord, il faut souligner qu'on ne fabrique pas une voix. Je suis né avec. C'est un talent, c'est un don. Et je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Oui. Maintenant, ma musique, ma manière de chanter est différente que ce que les gens connaissaient avant le début de ma carrière. Ça fait que quand je suis arrivé, j'ai commencé la musique dans le Septentrion, j'ai bouleversé l'hierarchie. Parce qu'il y avait des doyens avant moi. Mais mon style, ma manière de chanter, la couleur de ma voix, la puissance vocale que j'ai. Donc ça a bougé les lignes très tôt et qui n'existait pas. Même actuellement, vous allez voir au Nord, il y a des jeunes, il y a d'autres artistes. Quand ils veulent monter sur scène, ils disent on va faire, ils essaient de faire ce que Kala Moulay a l'habitude de faire. C'est compliqué parce que c'est une manière de
chanter, c'est un style qui exige une capacité vocale. D'accord. Donc si vous n'en avez pas, vous allez vouloir le faire, vous allez passer à côté. Ça ne marchera pas. Voilà, donc souvent c'est ma manière de chanter qui a fait que les gens commençaient par m'appeler le phénomène du septentrion. Parce que, oui, on peut être 20 artistes, plusieurs artistes, quand tout le monde joue, quand je viens, je casse tout. Wow. Donc les gens disent, mais comment il fait pour s'en sortir à chaque fois? Voilà comment je suis devenu phénomène du septentrion. Voilà. Donc ma manière de chanter qui ne ressemble pas à beaucoup ce qui existait, il faut aussi dire que... C'est assez particulier. Oui, je suis resté au Ballet National, entouré par de très bons chorégraphes et encadreurs. Et en plus de ça, mon vécu au village aussi fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai un bariba qui est plus puissant, plus enrichi que ceux qui sont nés en ville. Oui. Voilà un peu. Je dois rappeler à nos téléspectateurs que la lignée des forgerons, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Kalamoulaye, de la lignée des forgerons. Ouais, je ne suis pas griot. En pays Batono, justement, préciser la précision qu'il faut donner. En pays Batono, la lignée des forgerons est la seule lignée qui ne fait pas allégeance au roi. Vous êtes les maîtres du feu et du fer, et vous êtes utiles aussi bien que pour les chasseurs, les guerriers, les paysans. Et Kalamoulaye, j'ai mené ma petite enquête sur vous. Vous avez été intronisé comme Seko Yerima. Voilà, un titre de noblesse de la lignée de forgerons. Oui, et je fais désormais parlez-nous un peu de ce titre. Par exemple, désormais, je fais membre de la cour royale de Kouandé, du royaume de Kouandé, parce que c'est le roi Bangana qui m'a fait Seko Yerima. Donc je suis un ministre du cour royal. Et bon, moi je l'ai perçu comme, on m'a pris comme l'ambassadeur du cour royal, parce que ma voix porte. On dit si vous voulez passer un message qui ne passe pas, confiez-le à un griot. Donc plus que moi, je suis un musicien qui embobine tout le monde. Le roi peut-être a dit, on devait avoir le musicien là, au niveau de notre cour. Ça nous permet de pouvoir faire sortir certains messages. Voilà, je me suis retrouvé en position d'ambassadeur. Mais puisque traditionnellement c'est un ministre, donc je suis dignitaire du cour royal. Donc, vous voyez, très jeune que je suis, on m'a désigné ça. Que quelque part le travail a été remarqué. C'est ça. Voilà. Et en plus, vous avez dit quelque chose. Les forgerons ne se procèdent pas, que vous avez dit, beaucoup vont comprendre ça mal. Ce n'est pas qu'ils restent debout pour saluer le roi. Ils s'accroupissent. C'est ça. Tandis que les princes, eux, se couchent. Voilà. Donc le forgeron, lui, s'accroupit. D'accord. Parce que l'émission n'a pas beaucoup de temps. Dans la tradition, le forgeron est le grand frère du roi. D'accord. Voilà. Par exemple, il y avait désignation comment l'histoire se dit, il y a désignation du roi. Et le grand frère fait travail du fer. Oui. Et maintenant, on l'a dit, c'est à telle heure, ça va se passer. Il a dit, mais je vais terminer avec mon fer là. Avant de venir, mais avant qu'il ne vienne le faire, ils ont pris son petit frère. Donc, c'est de là, le petit frère a dit, occupe-toi du travail de fer. Moi, je vais m'occuper du palais. Et à chaque fois que tu viens, tu ne te couches pas, il faut t'accroupir pour me servir. Waouh, c'est toute une histoire. C'est la richesse. Voilà, c'est la richesse de la culture Batono, justement. Voilà, revenons à la musique. De l'expérience, vous en avez eu. Ouais. Vous avez déjà à votre actif 4 albums qui ont marqué la discographie béninoise. D'abord, Soudasoua, qui signifie Allons-y voir. Ouais. Vous l'avez annoncé tout à l'heure même. 3 ans plus tard, Kalamoulaye sort son 2e album qu'il baptisa Banoubéré, en français, Valeur de la royauté. Et justement, on en a parlé, la valeur de la royauté, on en a parlé tout à l'heure. Et très vite, vous avez enchaîné en 2011 avec Yeya Songiré, qui veut dire ce qui nous pourchasse. Vous avez ensuite marqué une longue pause de 6 ans avant de revenir le 25 mars 2017 avec l'album Maturité, ce qui confirme évidemment votre maturité dans la musique. Et j'en profite pour souffler aux téléspectateurs que Kalamoulaye souffle cette année ses 20 ans de carrière. Comment a été l'aventure pendant 20 ans de musique? Ah ouais, l'aventure a été très belle, mais en musique, il faut le souligner, on est en Afrique, hein. Il doit y avoir de haut et de bas et les pots de banane aussi. Ah oui. Parce que notre secteur, c'est un secteur où la jalousie est à outrance, parce que tu as une très belle voix, c'est de toi on parle, la population parle, donc les autres disaient ça mal.
Donc on peut ne pas le montrer en face, mais c'est en coulisses, en sourdine. Vous recevez les balles, quoi. Donc ça n'a pas été facile pendant, mais l'objectif a été atteint parce que j'ai eu plus d'une quinzaine de trophées. J'ai pris le BGA, Benin Golden Award. Et quand tu prends le Benin Golden Award, musique moderne d'inspiration traditionnelle, vous représentez le Bénin au SICA. Donc j'avais représenté le Bénin au SICA, c'était en 2016. Et c'est moi qui avais remporté le trophée. Donc ça veut dire que quelque part l'objectif est atteint. Et puis 4 albums, ce n'est pas facile parce que il faut souligner que je suis autoproducteur, c'est-à-dire je n'ai pas une maison de production. Malgré la capacité vocale de Kalamoulay, tout le monde va dire. Bon, j'ai quand même conclu qu'au Bénin, les gens n'aiment pas soutenir les talentueux. Pourquoi? Mais les gens soutiennent toujours les talentueux. Vous voyez par exemple la capacité vocale, tu chantes tout à l'heure, tout le monde dit waouh, 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 mais je me dis, mais ou bien les producteurs ont les oreilles bouchées. Bon. Ils n'ont pas les oreilles bouchées. J'ai pas mal de trophées, mais j'ai représenté le Bénin avec j'ai pris SICA. Oui, je rappelle que vous avez beaucoup de prix. Hein. Vous êtes deuxième prix Conavap 2014. Vous avez également reçu le Grand Prix Oscar de la musique moderne d'identité béninoise en 2014 toujours. Et vous êtes également meilleur parolier de l'édition 2015 du top 10 au Bénin avec le duo Kalamoulay Anateko. Et justement, nous allons parler de ce duo-là tout à l'heure, puisque durant 20 ans de musique, vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes béninois. Comment a été la collaboration? Difficile, compliquée ou très facile? La collaboration, un peu difficile. Difficile, c'est que, vous savez, quand vous avez une belle voix, à côté, quelqu'un n'a pas une belle voix, donc c'est souvent pas facile, c'est souvent pas chose aisée comme ça. Mais par exemple, vous êtes au studio, on vous enregistre, ta voix, c'est majestueux, ça rayonne fort, l'autre voix à côté de lui, sa voix un peu. Donc, pour harmoniser, il faut pincer un peu la capacité vocale de l'autre pour équilibrer un peu. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque part facile parce que celui qui a une voix puissante va sacrifier lui sa voix. Parce qu'il faut la pincer un peu. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est un peu bon. À un moment donné, sacrifice que je dis là, il faut avaler certaines choses. C'est clair. Il faut accepter qu'on pince un peu. Voilà, c'est pour ça. Sinon, il n'y a rien. J'ai fait featuring avec Jacoro aussi. Avec Jacoro, avec la diva Angélique Kidjo, avec Almond Z. Oui, j'ai fait avec. Justement, il n'y a pas j'ai fait avec la maman Angélique Kidjo, on a fait featuring. Le problème, c'est que, vous savez, quand une personne est très connue, vous voulez collaborer, vous avez peur en voulant l'aborder, en voulant imposer votre programme. Donc, si la chanson n'a pas eu de visibilité, moi, je dis, c'est parce que la maman n'est pas au pays, elle ne s'est pas donnée. Sinon, ça pouvait marcher. Les gens sont souvent surpris en disant, mais quand même, tu as chanté avec Angélique Kidjo. Elle dit, mais c'est pas vrai. Donc, vous voyez. Si elle avait donné un peu de sa personne. Non, certainement qu'elle va donner parce que justement, elle va nous suivre. Elle nous suit très souvent sur cette émission. Maintenant, ma collaboration avec Anateko, ça a été une collaboration qui a plus marché et ça fait succès, non, mais jusqu'à on a pris Bénin Top 10. Voilà, donc ça veut dire que ça a bien marché. Et c'est justement ce qui m'intéresse actuellement. Nous allons rapidement faire un tour à la régie pour suivre l'un de vos featuring. Je vais parler évidemment des plus appréciés du public. Là, je vous laisse suivre. Vous appréciez vous-même. Why
l'amener à ton voisin, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Restons unis. Wake up, lève-toi, bats-toi pour la démocratie. Lève-toi, bats-toi, redressons le pays. Lève-toi, bats-toi pour la démocratie. Lève-toi, bats-toi, redressons le pays. Oh, monsieur Dame, le phénomène du septentrion, Kalamoulaye, mais ici, permettez-moi de faire constater que vous n'êtes pas que le phénomène du septentrion, mais plutôt le phénomène de tout le Bénin, parce que vous parlez couramment plusieurs langues du Bénin, vous chantez avec aisance dans des langues locales, autres que l'Indi et Bariba. Vous êtes un ami personnel du président Patrice Talon, qui a beaucoup d'admiration pour vous, et on l'a remarqué, et tout le public, tout le Bénin l'a remarqué d'ailleurs. Vous avez aussi décroché beaucoup de prix, nous l'avons dit tout à l'heure, à l'international. Ça vous fait quoi de vous voir aujourd'hui à ce niveau, après 20 ans de carrière? Oui, après 20 ans de carrière, il faut souligner dans le nom, je suis le sommet. Hein. Depuis 2008, où j'ai fait succès avec mon deuxième album, je suis au sommet. Bien vrai, il y a d'autres qui me boitent les pas, ils me talonnent un peu, mais je reste au sommet. Maintenant, je veux corriger quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, je suis l'ami du président de la République. Bon, est-ce que ce n'est pas trop dit? Non, ce n'est pas trop dit. On l'a vu vous recevoir. C'est trop dit. Par exemple, dit que c'est l'artiste le plus apprécié. Chaque fois que vous venez au défilé, est-ce que vous voyez avec le large sourire que le président vous accueille? Le président de la République, c'est le président Patrice Talon a du goût. C'est ça. Et il a à cœur la culture béninoise. Vous avez vu les réformes qu'il y a dans le secteur culturel. Et je suis très content, j'ai été très honoré, d'être très touché de m'avoir invité par 2 fois au défilé officiel par le président de la République. Je lui remercie pour tout cela et je lui remercie pour ce qu'il fait pour le développement depuis un temps pour la culture béninoise. Maintenant, dire que je suis un artiste apprécié du président de la République, c'est trop dit. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien d'être apprécié par le chef de l'État. Je suis très content. Par exemple, après la prestation du premier ou tous les 2 d'ailleurs, j'ai été reçu chaque fois chez lui. Bon, c'est quelqu'un qui a du goût. Il aime le travail bien fait et la qualité. Et si vous travaillez très bien, vous faites quelque chose de très bon, ne doutez pas, si vous venez une fois, le président Patrice Talon va vous demander une 2e fois. Et la 3e fois peut-être, mais ami du président David, c'est trop dit. C'est trop dit. Oui, il est amoureux de la qualité. Là, certainement que vous allez recevoir l'invitation officielle. Il vous dira lui-même personnellement qui reste votre ami, votre meilleur fan. Bon, et puisque nous parlons justement de diversité des langues locales... Le travail qu'il fait pour la culture, c'est déjà bon. Ah oui. Et puisque nous parlons de la diversité des langues locales, nous allons rapidement suivre l'un des morceaux phares du dernier album de Kalamoulaye, l'album Maturité bien évidemment. Et cette chanson est intitulée Fonfoué, Fonfoué. Pourquoi? Ah oui, Fonfoué, là, ce n'était pas dans Maturité, c'est sûr, et c'est le prochain, le 5e album qui va venir. Qui vient. Oui, et j'ai pris ça comme single juste pour tenir aux frères, mes fans, en attendant la sortie du 5e. Ah ben d'accord, nous on va suivre l'intégralité de Fonfoué rapidement pour vivre l'intégralité, en fait, la joie de ce morceau. Fonfoué. Beba mayari mo ba mayari.
généreux. Merci pareil. D'ailleurs, Sobea. Atriki naga, adetu nagaga, tome hosla de, planeda kokome, bodo ya wanina dobo soso awoni gogorogo, owudu sondoko, owudu gelele, oku moni, aja moni, nkankamble, ekpa je oke la wo. Alimewele, mi sawela. Oh, casa. Et toi, vous demain. Merci, parrain. Kalamoulaye en mode Adja Piano, mais Oui. là, ça c'est une découverte. Ouais. Comment ce clip a été conçu? Ah oui, bon, d'abord il faut dire Adja Piano parce que on ne me connaît pas dans ce genre. Qu'on le veuille ou Exactement, non, c'est ce qui surprend tous les téléspectateurs là. C'est Adja Piano, c'est de la musique urbaine. Oui. Moi, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. J'ai fait Adja Piano juste pour soutenir le mouvement parce que je suis un amoureux de la danse qu'on appelle gogo, la musique gogo, oui. Et j'avais en tête fait une chanson dans gogo. Maintenant, quand j'ai vu, il y a un travail qui a été fait sur Adja Piano, elle est là. Je saisis l'occasion pour faire ce que j'avais dit. Pour encourager. Pour les soutenir. Oui. Voilà. Et là, vous avez le son, le titre, c'est Fanfon. Oui, Fanfon. Oui, bon, la chanson, c'est le message pour dire à ceux qui, à mes détracteurs, que c'est ce qu'il dit là, que c'est du Fanfon, quoi, ils ne pourront rien. Parce que souvent, au nord, ma réussite dans la musique a fait que les gens ont tendance à dire, là, ils nous attachent souvent avant de venir au spectacle. Bon, ce n'est pas le cas parce que le problème c'est quoi? Ils ignorent que je suis talentueux. C'est une très puissante voix. Ouais. Voilà, donc, et quelqu'un qui a une belle voix, s'il y a concert, le public ne peut qu'attendre que l'apparition de ce dernier. Donc ça fait que souvent quand il y a ce spectacle, quand il vient, je commence par chanter, tout le monde, les autorités ou bien ceux qui sont assis là, se lèvent, ils me donnent de l'argent, je dis mais pourquoi lui, c'est pour lui qui est plus beaucoup que pour nous, il a ramassé. On dit donc, il nous attache avant de venir. Bon, pour répondre à ça, pour que tout le monde se calme, j'ai fait ça pour dire non, je n'attache personne. Oui, même dans la tradition bâtonneau là, en pays bâtonneau, le forgeron n'en voûte pas. Ah, d'accord. Oui. Et si vous en voûtez aussi, forgeron, ce n'est pas bon pour vous. Parce que le pouvoir du fer, c'est le premier des pouvoirs que le Bariba a. C'est ça, d'autres pays ont dit au goût, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, si vous les envoûtez, c'est pour eux, même s'ils envoûtent, le pouvoir du fer là, va le demander. Voilà. Parlez-nous un peu de comment vous comptez célébrer vos 20 ans de carrière, parce que oui, 20 ans quand même, ça se célèbre. Hein. Oui, 20 ans de carrière. D'abord, sur les réseaux sociaux, je sais que ceux qui nous suivent ont déjà eu l'information. Le 26 avril, j'ai décidé de faire un géant concert à Parakou. Pourquoi seulement Parakou? Oui, à l'Institut français de Parakou. Oui. Bon, seulement Parakou, je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas de producteur. D'accord. Voilà, c'est autoproduction que je fais. Mais cette fois-ci, pour ce concert, il y a eu un partenariat avec l'Institut français au niveau de Parakou. Et d'ailleurs, je remercie le directeur de l'Institut français de Parakou pour l'intelligence et puis il a été très la solidarité. Voilà, clairvoyant envers moi, me programmant parce que ça me permet moi aussi de montrer une fois encore que je suis là et je demeure le sommet. Voilà. Et le samedi 26 avril, il y a un concert du côté de l'Institut et je demande à tout le monde de sortir, c'est le phénomène. D'accord.
Et moi, j'ai un cadeau spécial pour vous. Ce n'est peut-être pas le meilleur de vos clips, mais c'est l'un des morceaux qui ont véritablement révélé votre talent. Nous allons suivre avec la régie. C'est une complicité personnelle que nous voulons rapidement mettre en branle ici. Nous allons suivre. Osvaldo, c'est un G. Voilà un clip qui date de plus de 11 ans. Kalamoulaye, quand vous suivez ce clip, ça vous fait quoi? Ah oui, ça me dit que quelque part il y a une évolution parce que là vous avez un coup long. Ah oui, mais le coup était long. Maintenant, c'est une différence. Oui, bon, ça veut dire que l'objectif est atteint quelque part. Déjà? On ne chante pas pour galérer, on chante pour nourrir sa famille. Si à un moment donné ça a changé, c'est que c'est ce qu'on avait au début comme rêve, ça s'est concrétisé. Mais en ce moment déjà, vous étiez en train de cartonner. Oui, c'était l'album, mon deuxième album qui était sorti en 2008 et c'est l'album qui m'a révélé plus parce que ça fait succès dans tout le septentrion. Tout, partout. Et était l'artiste le plus sollicité. Ouais. Voilà. Le morceau Piondi. Ouais. Et c'est dans la période où j'ai payé ma première voiture. Ah, parce que, oui, parce que j'étais sollicité partout, l'argent rentrait. Donc... Alors vous appréciez mon cadeau? Ah oui, j'ai aimé, mais seulement ceux qui ne m'ont pas connu à cette époque m'ont dit, mais oui, c'est parce que vous êtes bien entretenu actuellement. Ouais. Eh bien, nous sommes à la fin de notre entretien. Un message à tous vos fans qui nous suivent un peu partout dans le monde et particulièrement à Condé, la cité des Bagana, puisque je reçois justement un noble, un ministre du roi Bagana. Ouais. Et la cité des Bagana nous suit actuellement, votre cité natale justement, et là où vous êtes assis comme ministre. Ah oui, bon, merci. Je dis à tous mes fans de soutenir Kalamoulaye et ils n'ont qu'à savoir ceci. Quand quelqu'un a du talent, il faut le soutenir à tout prix parce qu'au Bénin, les gens ne détectent pas rapidement les talents. Hein. Je suis là depuis 20 ans. Aucune maison de production ne m'a pas pris, mais à chaque fois je sors, on dit waouh, waouh, waouh. Donc, à un moment donné, quand le public va dire c'est Kalamoulaye on veut là, les gens vont dire ok, il faut regarder du côté de celui-ci, on l'a tellement ignoré. Donc je demande à tous mes fans de continuer de me soutenir et particulièrement aussi à celui de ma population, mes fans de Parakou. Ouais. Le 26 avril, je leur demande de venir me soutenir du côté de l'Institut français de Parakou. Maintenant pour la cour royale de Kouandé, pour le roi Bangana, c'est mon roi et en plus c'est mon grand-papa. Ah bon? Oui, je le taquine souvent. Bon, c'est dans la tradition, si je viens, je peux dire tout ce que je veux avec lui parce que c'est mon grand-père. Des fois, je lui demande de se lever, je vais m'asseoir. Parce qu'après tout, le forgeron reste le grand frère du roi. Oui. Dans la tradition. Bon. Et en plus, dans la famille, c'est mon grand-papa. Donc, je lui souhaite longue vie. C'est une personne tellement très âgée. Je lui demande une longue vie. Je prie beaucoup souvent pour qu'il nous accompagne longtemps. Et maintenant, je prie pour lui pour que le nouveau goudron qui est en train de désenclaver Condé soit inauguré devant lui avant qu'il ne parte.
le ministre en charge des transports, nous sommes en ce moment. Eh bien, Kalamoulaye, ce sera tout pour cette émission. Nous allons refermer cette émission par votre a cappella. Nous allons vous entendre cette belle voix, cette voix terrible qui sonne partout. Mais je vous laisse clore l'émission parce que là, je vais vous déléguer une partie de mes prérogatives, c'est-à-dire l'émission de ce grand format de ce dimanche 20 avril 2025. C'est vous qui allez refermer l'émission, justement. Et comment? Il y a encore un défi. Vous n'avez pas encore, j'ai pas encore fini. Il y a un défi. Vous allez clore l'émission, mais comment? D'abord, en a cappella. Deux, vous allez chanter dans au moins 4 langues. C'est vous qui choisissez. Parce que je sais que vous, à part le Dendi et le Bariba, vous parlez couramment fort, vous parlez encore beaucoup d'autres langues. Alors, si vous êtes prêts, à vous de jouer. Wow. Gafara we na kana gison yo kaye ya baibandona gafara kana bio shey na gafara kana bio bangana gafara kana shey sarukare nyero na gafara kana shey bulgaru nyero na gafara kana shey bado mana nun son bio bangana an dunia kura be garege kan se suru fashey ambe mo suru shey akma mo suru kun kana yena ke dunia kan sei an dunia ya bane anabe gambane an gantra kate kon abagiro bi o sei ye konu kana pebe ide ande mamande ya si ide mero monta de mi kate kon ma wura wonte won abi o sei kinu to bi wa bagiro weru ma baraka ma wa o we na gafara kana dunia. Merci. Je continue. Ah ok. Il reste 3 langues. Elo kure de menu ye ajanu halagbe de maro posi so gwenu mi ton mi gboje zo wi ma ja ganzen wu gbe bo Kalamulaye do jino de mi elo kasi se no ku hese do jon me ya yen ku mo pipin de ro yiwo alicheli do ye din ye kwe do mi hon ye na fo gba danu e nu we so bo yen do ko ne o ma he ma no da sin so yan tin gbelegbele ji nso gbo avalu ne nsolo ne. Je continue. Français. En français, moi, quoi, c'était une langue. Non, on continue toutes les langues, Mina. Ok. Ah, Mina. Non, quelle langue tu peux encore parler? Bon, je vais continuer en Dendi. Oui. De toute façon, vous allez revenir au sud. Ah oui. Yo yo mate moso moso. Yo yo mate moso moso. Dembaka uro bene kuna. Dembaka uro bene gana machinse gabite. Yo yo mate moso moso. Mate moso moso. Dembaka uro bene kuna. Dembaka uro bene kuna machinse gabise. Denga uro bene gana mako karinsu beninu atamufa. Denna beninu atamu la ilaha illallah. Merci. La dernière langue pour relever le défi, 4e langue. Mais quelle langue vous voulez maintenant? Ben, c'est vous qui choisissez. Ok, je vais chanter en langue de Takora. Allons-y. Ok. Yete panto tera mada taradira tora. Tira mangi yuwo. Tira mangi yuwo da taradira tora. Yete panto tera mada taradira tora. Tira mangi yuwo. Tira mangi yuwo da taradira tora. Yete panto tera mada taradira tora. Tira mangi yuwo. Ça fait les 4. Le phénomène du septentrion, il a relevé les défis. Merci à vous, ce sera tout pour cette émission du grand format du 20 avril 2025. Merci à vous, il était avec nous, il a fait notre joie, il a fait notre plaisir aujourd'hui. Bonne fête de Pâques à vous.